La troisième et dernière partie de notre révision du programme Économie générale et statistique sera sous forme de schémas et formules à compléter. Le premier travail, compléter les schémas ci-après. Le premier porte sur la politique budgétaire de rigueur, dite stop restrictive ou de stabilisation. La politique budgétaire en général est basée sur le budget de l'État, c'est-à-dire ses recettes et ses dépenses. Maintenant, quels sont les objectifs de la politique budgétaire de rigueur? Oui, lutter contre l'inflation, réduire le déficit public et assurer l'équilibre extérieur. Quelles sont les actions menées par l'État dans ce sens? Eh bien, il va diminuer ses dépenses et augmenter ses recettes, ce qui va améliorer ses comptes publics et diminuer son déficit budgétaire. D'autres conséquences sont la diminution du pouvoir d'achat des ménages et de la demande adressée aux entreprises. Et par conséquent, la diminution de la demande globale, d'où le ralentissement de l'inflation. Mais cette politique budgétaire de rigueur a des risques. Il s'agit principalement de la pression fiscale puisqu'on parle d'augmentation des recettes de l'État composées surtout de recettes fiscales. Bien sûr, il y a les recettes non fiscales, mais là, on parle de pression fiscale, ça veut dire ce sont les recettes fiscales. Alors, cette pression fiscale risque de ralentir l'activité, ralentir la production, les investissements, et donc engendrer le chômage. Rappelons maintenant la formule de calcul de la pression fiscale. Oui, puisqu'on parle de recettes fiscales, donc on va prendre ces recettes divisé par le PIB fois 100. Je reprends. Pression fiscale égale recette fiscale divisé par le PIB fois 100. Le deuxième schéma porte sur la politique budgétaire de relance, dite expansive ou bien GO. Quels sont ses objectifs? Lutter contre le chômage et stimuler la croissance économique. Les actions menées par l'État sont l'augmentation des dépenses et la diminution des recettes, ce qui peut créer un déficit budgétaire. Les autres conséquences sont l'augmentation de la demande et de la production, et donc la création d'emplois et la stimulation de la croissance économique. Mais là aussi, il y a des risques. Il s'agit de la contrainte extérieure, l'effet d'éviction, l'effet boule de neige et le risque d'inflation. Ce sont des limites que nous avons déjà expliquées au niveau de la deuxième révision. Maintenant, nous allons rappeler certaines formules. Premièrement, calcul du solde ordinaire du budget général. La formule est la suivante. Les recettes budgétaires ordinaires moins les dépenses budgétaires ordinaires. Alors, les recettes budgétaires ordinaires sont composées de recettes fiscales et recettes non fiscales, qui comportent les recettes du domaine, les recettes de monopole, les produits de cession des participations de l'État. Les dépenses budgétaires ordinaires sont composées de dépenses de fonctionnement, dépenses de matériel, les charges communes et les dépenses de la dette. Deuxième formule. Solde du budget général hors emprunt et amortissement. Oui, c'est le solde ordinaire du budget général moins les dépenses d'investissement du budget général. Je dis bien les dépenses d'investissement. Troisième formule. Solde du budget de l'État hors emprunt et amortissement. C'est le solde du budget général hors emprunt et amortissement
plus le solde sigma plus le solde CST. Le solde sigma est calculé ainsi. Ressources du budget sigma moins les dépenses d'exploitation sigma plus les dépenses d'investissement sigma. Le solde CST, ce sont les recettes CST moins les dépenses CST. Une autre formule, le besoin brut de financement du budget de l'État. Oui, c'est le solde du budget de l'État, bien sûr hors emprunt et amortissement, moins l'amortissement de la dette publique à moyen et long terme. Dernière formule, le besoin résiduel de financement du budget de l'État. Oui, c'est le besoin brut de financement du budget de l'État plus les recettes d'emprunt à moyen et long terme. Reprenons les schémas à compléter. Cette fois-ci, on va parler de la politique monétaire. On commence par le schéma de la politique monétaire de relance. L'objectif final, ou bien les objectifs finaux sont la relance de la croissance économique et la réduction du chômage. Les objectifs intermédiaires, baisse du taux d'intérêt, augmentation de la masse monétaire puisqu'il y a sous-liquidité et amélioration de la liquidité bancaire. Les instruments de cette politique monétaire de relance, attention, de relance, baisse du taux directeur, avance de liquidité à 7 jours, baisse du taux de la réserve monétaire, open market, achat de bons de trésor, pension livrée, achat de titres financiers, swap de change, achat de devises et avance à 24 heures. Les conséquences de cette politique monétaire de relance. Augmentation de la masse monétaire et donc augmentation de la demande et de la production. Et en conséquence, création d'emplois. Mais un inconvénient, il y a le risque d'inflation. Passons maintenant à la politique monétaire de rigueur. L'objectif final est la maîtrise de l'inflation. Les objectifs intermédiaires, la hausse du taux d'intérêt, la baisse de la masse monétaire puisqu'il y a surliquidité. Les instruments sont la hausse du taux directeur, la reprise de liquidité à 7 jours, la hausse du taux de la réserve monétaire, l'open market vente de bons de trésor, la pension livrée vente de titres financiers, les swaps de change vente de devises et la facilité de dépôt à 24 heures. Les conséquences de cette politique monétaire de rigueur. La baisse de la masse monétaire, la baisse de la demande et de la production, la baisse de l'emploi et la baisse de l'inflation. Le troisième schéma de la politique monétaire porte sur la politique monétaire à objectif externe. Son objectif final est l'équilibre de la balance des transactions courantes et son objectif intermédiaire est le taux de change adéquat. Elle est assurée grâce au système de change. Et là, nous allons différencier deux systèmes. Fixe, où le taux de change de la monnaie nationale est fixé par les autorités monétaires. Et le système flottant ou flexible, et là, le taux de change est déterminé grâce à la loi de l'offre et de la demande. Pour le système de change fixe, nous avons deux situations. Réévaluation, lorsque les autorités monétaires augmentent le taux de change, et d'évaluation, lorsque ces autorités baissent le taux de change. Pour le système de change flottant, nous avons également deux situations. Appréciation, lorsque le taux de change augmente, et dépréciation, lorsque le taux de change diminue. Pour les deux situations, réévaluation et appréciation, quel que soit le système de change, nous avons un avantage, la baisse de l'inflation importée. Pour les situations d'évaluation, dépréciation et toujours quel que soit le système de change, là, il y a augmentation des exportations et diminution des importations, ce qui va améliorer le solde de la balance extérieure. On passe maintenant
un nouveau travail. Il s'agit de distinguer l'indice de la Spears de l'indice de Pasch. Le point commun entre ces deux indices, eh bien, ils sont tous les deux des indices synthétiques qui permettent de suivre l'évolution de plusieurs variables à la fois. La différence entre les deux. La Spears, la pondération est faite par les valeurs de l'année de base. Et Pasch, la pondération est faite par les valeurs de l'année actuelle. Comment? Si on veut calculer l'indice de la Spears, l'indice de la quantité de la Spears, nous allons prendre la somme des quantités de l'année actuelle pondérée par le prix de l'année de base sur la somme des quantités de l'année de base pondérées par les prix de l'année de base multiplié par 100. Donc, comme vous pouvez le constater, la pondération est faite par rapport au prix de l'année de base. Maintenant, l'indice de la Spears, l'indice des prix, même principe. Sauf que là, on va travailler avec les prix. Alors, la somme des prix de l'année actuelle pondérée par les quantités de l'année de base sur la somme des prix de l'année de base pondérée par les quantités de l'année de base fois 100. Là, on prend les quantités de l'année de base. On passe maintenant à l'indice de Pasch. Pour calculer l'indice des quantités de Pasch, on applique la formule suivante. La somme des quantités de l'année actuelle pondérée par le prix de l'année actuelle sur la somme des quantités de l'année de base pondérée par les prix de l'année actuelle fois 100. Puisqu'on a dit que la pondération est toujours faite par les valeurs de l'année actuelle. Deuxième indice, Pasch, et cette fois-ci des prix. Il s'agit des sommes des prix de l'année actuelle pondérées par les quantités de l'année actuelle sur les sommes des prix de l'année de base pondérées par les quantités de l'année actuelle fois 100. Le dernier travail, nous allons parler du chômage, plus précisément les types. Donc, je vais vous demander de relier chaque type de chômage à sa définition. Nous avons chômage saisonnier. Oui, on parle du chômage saisonnier lorsque l'activité du salarié fluctue selon les époques de l'année. Et c'est lié à la nature même de l'activité, exemple, tourisme, pêche, etc. Le chômage frictionnel. Il est lié au délai d'ajustement de la main-d'œuvre d'un emploi à l'autre ou qui entre sur le marché du travail pour la première fois. Chômage structurel. Lié au changement de longue période dans les structures économiques. Variation des taux d'activité, des localisations, etc. Donc, c'est lié aux structures même de l'économie. Chômage conjoncturel. Généralement de courte durée, il résulte d'un ralentissement temporaire de la croissance économique d'une entreprise ou d'un secteur. Donc, c'est lié à la conjoncture économique et il est de courte durée. Le chômage technique, dû à une interruption du processus technique de production. Exemple, panne de machine. Le chômage déguisé. Oui, ce sont des emplois dont la productivité est faible, voire nulle. Et enfin, le chômage technologique, à la suite d'innovations qui économisent du travail, notamment par la substitution du capital au travail. Ainsi prend fin notre révision générale
de notre programme d'économie générale et statistique. Merci pour votre attention.